Cher ami, aujourd'hui, grosse vidéo parce que c'était pas prévu et je te conseille vivement de pouvoir rester jusqu'à la fin. Je t'avais normalement promis que j'allais publier, en tout cas dans une des vidéos après l'intervention du Burkina Faso à la séance plénière de l'ONU. Je t'avais promis que j'allais publier la vidéo du Premier ministre Abdoulaye Diop qui a fait un discours vraiment faramineux, un discours vraiment explosif, un discours titanesque, digne de ce nom, avec tout le respect possible diplomatique qu'on puisse lui dire. Mais bon, force oblige, je suis obligé aujourd'hui de te faire une autre vidéo suite à l'intervention du président Emmanuel Macron à l'Élysée face à deux journalistes, je crois, de TF1. Malheureusement, c'est grave, c'est grave. Les discours de Macron, surtout par rapport à la politique internationale de la France en Afrique, a été rempli tellement de mensonges, a été rempli tellement de déni que je me suis dit non, 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 là, on ne va pas laisser passer comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va vraiment essayer vraiment de rétablir la vérité parce que c'est justement à cause de se laisser faire de médias de grands chemins que beaucoup se laissent endoctriner en croyant que, ben voilà, que la France, enfin, l'oligarchie française est, euh, est pure, que l'oligarchie française, c'est des bons samaritains, bref, des trucs comme ça à la con. L'intervention de Macron a été vraiment très, très, très honteux et j'étais même sidéré. Autant mieux, je l'ai dit déjà, moi je suis catégorique, moi je suis pragmatique. Autant mieux, j'apprécie Macron, Monsieur Macron pour certain nombre de choses qu'il a fait, normalement par rapport à l'emploi, parce qu'il faut savoir que c'est le seul président, en tout cas en France, qui a réussi vraiment à baisser tant le chômage en France par rapport aux autres présidents. Il faut aussi dire aussi la vérité que la politique de Macron sur l'entrepreneuriat est plus ou moins incitatif. Grâce au quinquennat de Macron, il faut savoir qu'il y a eu énormément d'investisseurs immobiliers en France et surtout aussi beaucoup de millionnaires. Grâce à l'immobilier en France, ben, ont commencé à éclore de manière spectaculaire. Tout ça grâce à cette politique. Mais bon, malheureusement, le deuxième tour, ben voilà, où on a vu quand même que certaines lois sont passées ou qui mettaient vraiment les bâtons dans les roues de tout investisseur immobilier qui se lance en particulier. Mais en société, ça c'est autre chose. Mais bon, on s'interroge. Quoi qu'il en soit, je reviens sur l'intervention de Macron et tu dois rester jusqu'à la fin. Et je vais te montrer, preuve à l'appui, pourquoi est-ce que la France, le prolétariat français a toujours été trompé, a toujours été endoctriné. Pourquoi est-ce que l'oligarchie, ceux qui dirigent en tout cas la politique française, ont toujours eu, comme leurs prédécesseurs, comme leurs ancêtres, ont toujours eu cette envie, ces besoins de toujours vouloir blanchir l'histoire afin de garder toujours la population, quoi, sous-informée, désinformée. Oui, malheureusement, c'est ça. Reste vraiment jusqu'à la fin parce que là, je veux vraiment que tu me mettes au défi. Là, je vais te montrer des preuves et des preuves dont je voudrais que toi, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Envoie-moi un expert et qui me prouve le contraire. On est là? OK, c'est parti. L'intervention de Macron, un décryptage de 7 minutes sur le volet Afrique a été rempli tellement de... Waouh, c'est c'est énormissime. C'est énormissime. Et le pire, c'est que ce qui n'est pas apparu devant la plupart d'entre vous, si tu as déjà suivi euh, ces, euh, ces l'entretien en live avec Macron, avec Macron, du moins, ce qui a été caché, moi, aujourd'hui, dans cette vidéo,
on va essayer de le faire ressortir devant toi. Oui, je veux faire un exercice vraiment difficile et voilà, je veux le prendre aussi, voilà, euh, je vais essayer de décortiquer tout ce que Macron a dit mot par mot et je vais le contredire sur place. Malheureusement, c'est un travail que les journalistes auraient dû faire, mais comme on sait, comme médias de tout grand chemin, on sait que les médias sont toujours à la botte des politiques et aussi à la botte de grands lobbies industriels. On n'y peut rien y faire. Voilà, ils ne font que c'est pourquoi ils sont destinés. Ce qui m'a touché à travers... Bon, ce que je vais faire, je vais d'abord partager. On va d'abord suivre une part des discours que Macron a fait. Et puis après, on va essayer justement de décortiquer. Je vais te laisser d'abord entendre toute la conversation. En fait, ça dure sur 30 ou 34 minutes euh, d'interrogation qu'il a eu. Ce qui nous intéresse, c'est les 7 minutes. Et c'est sur ça qu'on va essayer de développer et essayer de décortiquer la vérité. J'espère que cette vidéo ne sera pas longue. Tu me connais, des fois, je développe énormément, mais c'est dans le but de toujours pouvoir t'informer et mieux informer. Voilà, on est là. Et c'est parti. Les pompes à chaleur, on va en produire, on va tripler la production. Donc c'est tout ça la planification écologique. Si vous le permettez. Le Niger, la France, depuis 2 mois, est dans une situation quasiment intenable. Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade. Nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer? Écoutez, d'abord nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir depuis. Non, mais ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé. Hoe kan het dat bijna niemand deze magnetische telefoonhouder kent? Deze telefoon... Oui, la publicité, mais bon, on va... Parce que... Ah oui, on va essayer de faire passer ça. De ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes, mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on ne reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme. Et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts.
Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liées au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération était un succès. Monsieur le Président. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays et on doit en tirer les conséquences. Une question sur un autre conflit au cœur de l'Europe qui oppose l'Arménie aux Azéris. Est-ce que vous confirmez le soutien de la France au peuple arménien? Beaucoup de Français d'origine arménienne. Voilà. C'est sur cette partie qui nous intéressait en tout cas. L'Arménie, bon, ça c'est autre chose. Donc, on va se baser juste sur la partie africaine et on va faire un décryptage dessus. Je me suis beaucoup posé la question. On va en produire, on va tripler la production. Donc c'est tout ça la planification écologique. My God. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Incroyable. Quel déni. Ah. Voilà. On vient d'entendre le discours de Macron. Ce que je veux faire, c'est incroyable. Incroyable. Je voulais partager, mais bon, décryptage en direct, je pense que j'ai énormément de choses à dire. My God. Mais bon, bref. On vient d'entendre ce qu'il vient de dire par rapport à la situation au Sahel, au Niger, Burkina, Mali. Et tout Français moyen qui l'écoute parler, avec son langage corporel bien maîtrisé, hein, pour pouvoir bien simuler les mensonges, on voit bien qu'il a vraiment été très, très, très bien entraîné, surtout en termes de communication, pour faire passer, pour faire du mensonge une vérité qu'on impose au subconscient. Et de tout ce qu'il vient de dire, je me rends compte, en fait, le président Macron, c'est vraiment l'incarnation parfaite de l'irresponsabilité, l'inconscience, c'est-à-dire l'inconscience historique, le mensonge d'État, la perfidie morale et historique, la manipulation des faits et de l'histoire. C'est-à-dire, on a atteint ici un paroxysme de l'irrationalité morale en termes de mensonges, en termes de déni, que moi, je suis même dépassé. Macron, c'est l'inconsistance diplomatique. Voilà ce qui caractérise cette interview accordée à Macron par, je sais pas, les médias des grands chemins qui, eux aussi, voilà, sont en train de jouer le jeu. Pourtant, ils voient bien que, je sais pas, pendant qu'il était en train de parler, tu avais bien vu le regard douteux de la journaliste, la femme qui était juste à côté. Mais je vais démontrer ici, avec des preuves et faits, pourquoi est-ce que Macron est condamné à mentir éternellement et continuellement d'ailleurs, hein, comme les 97% des oligarques et politiciens français qui font partie aussi du même club de l'empire du mensonge. Voilà, l'empire du mensonge. Tu comprends d'où vient le terme empire du mensonge. Quand on est face à ces dénis devant l'histoire qui est en train de t'observer, c'est incroyable. Je dis, bon, de toute façon, je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il est dans son rôle. Il ne vit, il ne respire et n'existe que par le déni et par le mensonge. Maintenant, il faut savoir que pour se hisser dans des postes haut placés de la sorte, comme d'ailleurs tous les autres, ils ont signé des pactes avec l'État profond, hein, pour suivre un agenda bien défini et exécuter à la lettre cet agenda. C'est comme ça.
Donc, tu n'arriveras jamais à ces genres de postes, à ces genres de sommets au haut niveau, à ces ici au plus haut niveau du pouvoir sans, voilà, sans avoir des casseroles en dessous de ton lit, tu vois. Mais non, si parmi vous, vous avez maintenant des contacts avec un quelconque média, tu vois, un quelconque média des grands chemins, moi, j'aurais bien voulu que la prochaine fois qu'on invite le président Macron à se prononcer sur la politique extérieure en Afrique, franchement, moi, je serais bien content de pouvoir y participer et de pouvoir le contredire. Je serais très bien content. Mais non, voilà. Comme quelqu'un de très intelligent disait, qui, il disait, tout ce qui est dit de façon simple en politique doit être considéré comme un plus grand danger et être analysé de manière minutieuse, de manière approfondie. Donc, on va analyser, je dis bien, phrase par phrase. On va écouter. Voilà. Je partage l'écran. Comme ça, on analyse phrase par phrase. Comment est-ce que je partage l'écran ici? Je suis abasourdi. C'était pas prévu, mais voilà, je l'ai eu de ça, mais c'est pas grave. Euh, c'est parti. La première phrase, hein. Donc, on analyse. Si vous Il le est 8h30, permettez, ouais. le Niger, la France, depuis 2 mois, est dans une situation quasiment intenable. Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade. Nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer? Écoutez, d'abord, nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, Il faut très bien retenir, hein, nous avons été, hein, nos soldats, tous nos soldats qui sont morts dans cette région pour la paix et pour l'Afrique. Retiens bien ça. Voilà. la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont Voilà. J'arrête là. La plupart de ces territoires auraient déjà été pris par des califats territoriaux et quoi? Djihadistes. Voilà. Maintenant, là, nous entrons vraiment dans, voilà, dans la quintessence même du déni, du mensonge même incarné, si je peux le dire. Comment cela est possible? Déjà, première observation, le président Macron a, a une façon malhonnête de ne pas reconnaître les faits. Mais pour ce faire, moi, je vais remonter avec toi dans l'histoire. Parce que l'histoire nous dit toujours que l'être humain ne change pas. L'être humain ne changera presque jamais parce qu'il devient de plus en plus lui-même. Pour connaître l'homme avec qui tu es en train de discuter là, d'interagir là, il faut remonter dans le temps, dans le passé, voir ce qu'il a déjà commis. Ceci te permettra de savoir ce qu'il fera, ce qu'il fait aujourd'hui et surtout ce qu'il fera demain. Voilà. L'histoire, et ça, beaucoup de Français seront choqués, mais c'est la dite vérité et pour ça, il faut consulter. N'arrêtez,
Sortez de vos bouquins scolaires où on vous a endoctriné en vous disant que la France, la France, la France. Non, sortez en dehors de ces bouquins. Allez consulter des vrais auteurs qui ont relaté les faits historiques, mais de manière pragmatique. Il faut savoir que la France n'existerait pas sans les tirailleurs sénégalais. Le président Macron parle des soldats, 50 et quelques soldats qui sont morts pour l'Afrique, et que l'Afrique était malhonnête, et que l'Afrique était ingrat. Mais il faut savoir que la France n'existerait pas sans l'entrée forcée des tirailleurs sénégalais. Il dit que nos États que nos États auraient été pris par les califats territoriaux si la France n'intervenait pas. C'est ça? Ah, si la France n'intervenait pas. Donc, en gros, voilà, le Burkina, le Niger, le Mali n'existeraient même plus, n'existeraient même pas. Mais Macron a oublié qu'il n'y aurait pas de France aussi sans l'entrée en force des Africains dans les secondes guerres mondiales, dans les deux guerres mondiales. Ils ont pris des forces, au moins 180 000 Africains, des colonies, dans des colonies, qui ont été déportés de force pour aller lutter contre l'Allemagne nazie de Hitler, qui avait occupé, dominé la France. Il faut savoir que l'Allemagne a envahi la France en une semaine. En une semaine. Et le général de Gaulle a pris la fuite. Hein? A pris la fuite en Angleterre. Et c'est de l'Angleterre qu'il appelle aux Français de pouvoir lutter. Pendant qu'il est en fuite, il appelle aux Français de pouvoir lutter. Paris ne tombera jamais. Patati patata, des trucs comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, on doit lui reconnaître que c'est un héros pour les Français, mais en tout cas pour l'Afrique, c'est un boucher d'êtres humains, un criminel. C'est qui est dit. Sur les 180 000 personnes déportées, et d'ailleurs, sans même qu'on leur ait demandé la permission, ni même leur avis. D'ailleurs, il faut savoir que les hommes qui ont été déportés pour aller combattre une guerre qui ne leur regardait même pas, qui ne leur concernait même pas, on les a pris de force. Des forces. Il faut savoir que parmi eux, il y avait certains hommes qui refusaient, qui ne voulaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ben, ce n'est pas notre guerre. Qu'allons-nous faire là-bas? Et ceux qui refusaient de partir. Tu sais ce que faisaient les soldats français? Ils violaient leurs femmes et leurs enfants. Retiens bien ça. Ils violaient leurs femmes et leurs enfants devant eux et ils les tuaient après. Enfin, pour ceux qui en avaient des femmes et enfants. Et puis, les soldats français maintenant leur disaient maintenant, eh bien, enfin, ils disaient maintenant aux récalcitrants, ceux qui hésitaient, maintenant que vos femmes et vos enfants sont morts, vous n'avez qu'un seul choix. Soit c'est de venir avec nous, ou soit c'est de mourir. Et même parmi ces hommes qui ont vu leurs femmes se faire violer et assassiner, égorger devant eux, ont demandé la mort. Mais tu sais ce qui s'est passé? Ils ont quand même été attachés de force et embarqués sur le champ. Embarqués pour aller dans le champ de bataille. Jusqu'au Sénégal, le Sénégal a embarqué un bateau pour aller soit vers l'Algérie, Maroc, et puis entrer en guerre. Ça, c'est ce qu'était la France. Général Mangin, général Yves, comment il s'appelle, Yves Boissel, ou ce genre de trucs. Arrivé au champ de bataille, parce que de toute façon, ceux qui résistaient, on ne voulait pas les tuer parce que la France était en manque d'hommes. J'ai dit, la France a été envahie. La France n'avait pas d'hommes. Ils sont venus rechercher leur rescousse en Afrique.
Et ceux qui étaient déportés, ceux qui arrivaient sur le champ de bataille, petite formation, petite formalité administrative, formation rapide sur comment tirer une arme et tuer consort, on leur donnait des manteaux et on les envoyait direct sur le champ de bataille, au front, avec les chars blindés des Allemands, au front, à la première ligne, pendant que eux, les Français, étaient tous derrière, les chars à canon. On leur donnait des manteaux. Les premiers arrivés sur le champ de bataille en plein hiver n'avaient même pas de chaussures. Tu imagines ta galère, n'avaient même pas de chaussures. Des chaussures contre le froid. On leur donnait des sandales de fortune. Sur les 180 000 déportés, on soustrait, déjà c'est un nombre, personne déjà n'est sûr sur ces nombres, mais parce que sur les 180 000 déportés, il faut soustraire déjà. Ceux qui se sont suicidés sur le chemin, oui, il y avait des petites révoltes, des petites rébellions ici. Ceux qui se sont suicidés sur le chemin, il y avait aussi, il faut aussi soustraire aussi ceux qui se sont rebellés et qui ont été tués, voilà, involontairement. Ah oui, parce que tu te rebelles, que tu es fort et tu es consort, mais voilà, et ils ont besoin d'hommes. Ils ne veulent pas forcément tuer les gens, voilà, tu es consort. Mais quand tu s'avères plus fort, ils n'avaient pas d'autre choix. S'ils n'arrivaient pas à te maîtriser, quoi, on finit avec toi, c'est simple. Et ceux qu'on a tués volontairement aussi, hein, parce qu'ils étaient trop forts, très aguerris pour être maîtrisés. Voilà. C'est-à-dire, c'est 180 000 nombre d'hommes qui ont été déportés là. Et ça, c'est aléatoire. Donc, tu comprends bien que 180 000 sont venus se battre pour la France, simplement pour la France, seulement pour la France. Maintenant, est-ce que depuis que la France est république, y a-t-il déjà eu 150 000 Français qui sont morts pour l'Afrique ou pour les Africains? S'il y en a, mets-le-moi ça dans les commentaires. Déjà, est-ce que l'armée française compte plus de, déjà, est-ce qu'il compte déjà plus de 150 000, 180 000 soldats? J'en doute très fort. La majorité des soldats français, c'est la Légion étrangère. Ouais. Et la Légion étrangère, c'est en quelque sorte, c'est en grande partie des étrangers qui viennent combattre pour le compte du gouvernement français. La Légion étrangère, c'est des mercenaires au service de l'État, point barre. De la même manière que Wagner, voilà, est au service de l'État russe. Et ce qui est marrant en plus, c'est que c'est le même président Macron, il condamne tout le temps Wagner, Prigogine et autres, mais dans son propre pays, il entretient et pilote en même temps des groupes de mercenaires, ceux qui sont chargés justement pour aller, par exemple, déstabiliser les pays africains, ceux qui, hein, tu vois, les dirigeants qui ne travaillent pas pour les intérêts des Occidentaux, par exemple. Voilà. Ce sont eux qu'on envoie pour aller déstabiliser ces pays-là. Et sur les 180 000 personnes, 85 000 Africains sont morts au nom de la France. Ouais, il faut savoir ça. Maintenant, compare maintenant avec les propos que Macron vient de tenir. Lui parle de 56 50 et quelques soldats sont morts. Et qu'en est-il des 85 000 Africains qui sont morts? Il y a eu plus d'Africains qui sont morts pour la France que des Français qui sont morts pour les Africains. Soit il vit dans le déni total, soit il a un trou de mémoire et je me demande qu'est-ce qu'il faisait sur le banc de l'école. N'était-il pas focus lorsque le professeur racontait l'histoire? Ah, peut-être à mon avis qu'il était occupé à pouvoir flirter avec sa maîtresse, avec qui il est en couple actuellement. Ça ne m'étonne pas, mais bon, c'est un vrai macho. Enfin, on ne peut pas lui en vouloir. Il est dans son rôle. Aucun tirailleur n'a jamais été indemnisé jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont partis, aucun tirailleur. Personne ne s'est jamais plaint.
Personne n'est jamais levé le doigt ou commencé à revendiquer quoi que ce soit. Personne. Ah, autre info. Il faut savoir que en 1910, oui, en 1910, le colonel, le colonel Charles Mangin, dans son livre la force noire, décrit sa conception de l'armée coloniale. Alors même que Jean Jaurès publié de son côté l'armée nouvelle, où s'expriment les besoins de chercher ailleurs les soldats que les Français ne pouvaient fournir en suffisance en raison d'une baisse de la natalité. C'est Jean Jaurès qui l'a dit. Il faut savoir que Jean Jaurès a été éliminé aussi, hein, assassiné sauvagement. Pourquoi? L'une des raisons, en tout cas, qu'on évoque, c'est parce qu'il disait, il parlait, au fait, tout ce qui se disait trop bas, lui, il le disait trop haut. La France a été envahie en une semaine par l'armée hitlérienne. La France n'avait pas d'hommes, la France n'avait pas d'armée. Comme ils étaient insuffisants, Général de Gaulle est parti dans les colonies pour aller prendre des forces, les Africains qu'on appelait tirailleurs sénégalais, pour venir se battre pour les comptes de la France. Et 85 000 sont tombés. Et aujourd'hui, il y a le dernier tirailleur sénégalais à avoir combattu pour la France était mort le 10 novembre 1998. Il avait 104 ans. Il s'appelait Abdoulaye Diop. Ce fut le dernier tirailleur sénégalais de la Première Guerre mondiale. Et tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit que la France n'existerait pas sans les tirailleurs sénégalais. Si je me trompe, allez ressusciter Jean Jaurès. Il vous dira toute la vérité. Et sur cette même optique, après le débarquement de Provence, les soldats noirs, tu sais, tu sais qu'ils ont été, comment on appelle ça, lorsque la guerre est finie, ils ont été volontairement retirés des troupes françaises à la suite d'une demande du chef d'état-major américain, Walter B. Smith, qui voulait une séparation identique à celle pratiquée dans les régiments américains du GI, où les Noirs ne combattaient pas aux côtés des Blancs. Parce qu'ils n'oublient pas qu'à l'époque, les États-Unis, il y avait ce qu'on appelle une ségrégation. Enfin, il disait que les Noirs ne peuvent pas combattre à côté des Blancs. Enfin, tu comprends bien, jusqu'au dernier moment de la guerre. Hein, voilà. Quand la mort les envahissait, là, ils faisaient « Allez, venez au secours ». On comprend bien, tu vois. Et qu'est-ce que De Gaulle a fait? Il a cantonné tous ses soldats à Toulon. Et puis, il les a renvoyés dans leur famille, dans les colonies. Et les soldats noirs ont été remplacés par des recrues issus de la résistance. Il n'était pas question de voir les Noirs marchaient vers Berlin lors des triomphes. La guerre est finie, tout le monde triomphait. Il y avait des défilés militaires. Ils ont éliminé complètement. Ils ont éliminé complètement les Noirs. Ceux-là qui avaient gagné la guerre. Parce que la France n'avait pas d'armes. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Des petits résistants là qui étaient à côté à Paris, tués comme ça, qui s'est caché et autres, qui faisaient des petites attaques ciblées là. Voilà, ce sont eux qu'on a dit, voilà, ce sont eux qui ont gagné la guerre. Et toute la masse a applaudissé comme ça. Durant l'automne 1944, sur ordre du général de Gaulle, les quelques 15 000 tirailleurs sénégalais de la 9e, de la 9e division, non, de la 9e division intérieure coloniale et du 1er division militaire intérieure sont remplacés par des FFI, Forces françaises intérieures. En quelque sorte, c'était en quelque sorte comme
un service secret. Service secret. Ce sont ceux-là qui combattaient lorsque Paris était occupé. Ils ont été remplacés par ceux-là au sein de la première armée française lors d'une opération dite qu'on appelle aujourd'hui blanchiment. Donc, les Noirs ont gagné, OK, pour le nom de la France, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas que le public sache que ce sont les Noirs qui ont gagné, on va tous les enlever, on va les remplacer là par des Blancs. Et comme ils n'étaient pas assez beaucoup, ils ont même pris des Américains, même qu'ils ont même remplacé aussi. Voilà, comme ça, on va tous marcher pour montrer devant la population que nous avons gagné la guerre. Nous avons gagné la guerre. Oh, oh. Ah, ça, il faut le dire. Combien de Français savent cela? En novembre 1944, 1280 tirailleurs sénégalais, originaires des différents pays de l'Afrique occidentale, française, se sont regroupés dans un camp de transit à une quinzaine de kilomètres du centre de Dakar. Ceux-là même qui s'étaient battus même avec l'offensive allemande, la plus grande offensive allemande, de mai à juin 1940. Voilà. Il faut savoir que la plupart d'entre eux étaient aussi des prisonniers, d'autres se sont aussi évadés, d'autres travaillaient comme employés forcés pour les Allemands, parce que d'autres ont été capturés. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que quand les Allemands viennent combattre la France, ils étaient en train d'envahir la France et tout et consorts, ils s'attendaient maintenant à voir sur le front, ils s'attendaient à voir des Blancs. Et puis ils voient, il y a le petit Allemand là qui tire là, il dit, hey, il dit à son collègue, mais attends, je crois que j'ai vu un gros chimpanzé, j'ai vu un gros gorille là. Quoi? C'est impossible, comment ça? On n'est pas en Afrique ici. Si, je crois, ouais. Il s'approche, il tire. Il dit, hey, il y a des Noirs. L'armée allemande était surpris, quoi. Il dit, mais il y a des Noirs. Quoi? Il y a des gens noirs qui sont en train de nous tirer dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient surpris, ils ne savaient pas, parce qu'ils disent, mais écoute, nous, on est venus buter des Français, là. On constate qu'il y a de gros Noirs africains. Il appelle leur général, et leur général dit, quoi? Eh bien, il y a des gros Noirs ici qui sont en train voilà, de nous tirer dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Et il n'y a pas de Blancs. Il n'y a pas de Blancs, là. Les Français, ils sont... Ah bon, on n'en voit pas. On n'en voit que des Noirs ici. Putain, le général allemand qui dit, mince, quoi, ces pauvres Français, toujours la bouche, bla, sur le terrain, zéro. Ils sont tellement nuls qu'ils sont partis rechercher les esclaves de leur colonie pour pouvoir les envoyer dans l'abattoir. Vous savez quoi? Abattez-les tous. Abattez-les tous, mitraillez-les. Le petit soldat allemand qui dit, bah, écoute, on nous a dit, il faut aussi les abattre. Ils ont commencé à abattre, tirer. Ils se sont rendus compte que la plupart de ces tirailleurs sénégalais ne mouraient pas des balles. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'en Afrique, la science ancestrale, dans la science ancestrale des initiés, ils avaient ce qu'on appelle des antiballes. Donc, tu pouvais te mettre des huiles où aucune balle ne pouvait te pénétrer, en tout cas pour te causer la mort. Et c'est ce qu'ils appliquaient sur eux. C'est une science ancestrale. Hein, ce n'est pas quelque chose de miraculeux ou de nouveau. Non, c'est une science. Mais il faut être initié. Ils mettaient des antiballes. Aucune flèche, aucune balle ne peut te tuer. Vu qu'aucune balle ne les tuait, alors qu'est-ce que l'Allemand, enfin, la force allemande, hein, avec des armes euh, bien outillés et autres, en ont fait énormément de captifs. Comme ils n'arrivaient pas, la plupart n'arrivaient pas à mourir avec des armes. Je ne parle pas des bombes, hein, je parle des armes comme ça, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour pouvoir les tuer, d'autres ont été capturés parce que pour justement, pour que ces Noirs fassent l'objet des recherches scientifiques, des recherches, parce qu'ils voulaient savoir comment est-ce possible, comment est-ce qu'ils ont développé ces antiballes. Ils ont été amenés jusqu'à Berlin parce qu'ils étaient utilisés comme des cobayes pour des recherches scientifiques, la philosophie. Parce qu'il faut savoir que c'est à cette époque des deux grandes guerres que la science a été développée, mais de manière exponentielle. Ouais, c'est ça. C'est à ça que sert la guerre. Parce que tu peux tout tester tes expériences sans qu'aucune société
ou comment on appelle ça, Oxfam ou droits de l'homme ne viennent te dire que non, tu ne peux pas parce que voilà, nous sommes des humains, nous avons la moralité. Non, là, tu te permets de faire tout ce que tu veux. Aucune moralité. Alors, s'il y a du bétail noir, pourquoi pas? Et pour pouvoir tuer les Noirs, ils étaient obligés de les attacher. Comme ça, une main dans une voiture ici, une main dans l'autre, un pied dans l'autre, un pied dans l'autre. Et chaque voiture démarrait, allait dans le sens opposé. Et c'est comme ça, la chair des Noirs s'est déchirée. C'est comme ça qu'ils arrivaient à tuer. Pour eux, c'était un jeu. C'est comme ça. C'est lui qui arrive à tirer la plus grande chair, remporter une médaille. C'était comme ça. On les abattait. Et comme des fois, c'était lent pour eux, on les mettait aussi dans les chambres à gaz. Des fois. Comme ils ont vu que les balles n'arrivaient pas à les atteindre, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont commencé à lâcher des bombes sur les fronts. Ils ont commencé à lâcher des bombes. Voilà. Et il faut savoir que les, les rescapés, les survivants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés au Sénégal, à Tiroy, pour venir demander simplement voilà, des indemnités et des pensions, quoi. Nous avons combattu pour vous, vous avez gagné la guerre, on n'a rien reçu, aucun honneur, aucune félicitation, quoi que ce soit, mais rien, rien, rien du tout. Tout ce que vous avez fait, vous nous avez remballé, voilà, chez nous, OK, en nous promettant que vous allez nous indemniser, nous donner une petite pension ou quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, nous sommes là aussi au pays, nous avons risqué la vie pour vous, pour une guerre que nous ne connaissions même pas. Ben, la moindre chose, c'est nous donner quelque chose, de nous payer au minimum. Et il y avait comme une espèce de manifestation. Et tu sais ce qui en est suivi? Le général supérieur dans les colonies à l'époque à Dakar, qui s'appelait le général dont je t'ai parlé, Yves Boisboissel, a contacté justement son supérieur de Gaulle. Et le général de Gaulle qui dit, quoi? Ces esclaves qui osent encore réclamer? Ah ben, dis-leur s'ils veulent de l'argent, qu'ils aillent travailler encore dans les plantations, qu'ils aillent faire encore travailler le coton, parce qu'on a besoin du caoutchouc nous, pour pouvoir construire des automobiles. Qu'ils aillent travailler et ils auront leur paie. Le général Yves Boisboissel qui vient et qui dit, eh ben, le chef a dit, eh ben, allez travailler, allez encore couper des caoutchoucs et puis vous aurez votre paie. Et les Africains disent, non, caoutchouc, ça c'est autre chose, mais nous voulons d'abord la paie pour ce que vous avez dit. Oh, il dit, eh ben, général de Gaulle, ah ben, ils disent que non, vous leur avez promis la paix parce qu'ils se sont battus pour vous. Il dit, et ils osent encore réclamer? Tu sais quoi? Fais-en tout ce que tu veux. Ah bon? Oui, oui, fais-en tout ce que tu veux. Eh ben, le général Yves Boisboissel a pris la décision de pouvoir, après la décision, enfin, de faire une démonstration de force, que ce soit un exemple pour tous les autres qui oseraient réclamer quoi que ce soit. Ils les ont massacrés à la mitrailleuse. Massacre total. Il a pris tout un régiment. Il a dit, OK, on va... En plus, il n'aura pas dit, hein. Il a dit, OK, venez demain, tous, alignez-vous là, on va vous payer. Ils les ont alignés sur un mur comme ça. Mille et quelques, hein. Je te parle là, on te parle de plus de 1000 et quelques personnes. Il a appelé tout un régiment. Tout un régiment. Il y avait des blindés, il y avait des trucs. Il les a dit, massacrez-le. Ils ont ouvert le feu. On a massacré tout le monde à bout portant comme ça. Et c'est fut le massacre des Tyrol, le fameux massacre des Tyrol. Va cliquer sur Google, tu verras. Voilà, sur ces 180 000 Africains qui sont partis se battre involontairement, une guerre qu'ils n'ont même pas demandé, qu'ils ne connaissaient même pas du tout. 85 000 sont morts. L'oligarchie française, des voleurs, des criminels, des pilleurs, des violeurs. Voilà ce qu'est la France. Et ils volent aux ressources naturelles
Nos ressources, nos richesses sont pillées et vendues à vil prix. Et le président Macron se permet de mentir et dire que 50, quoi, une cinquantaine de soldats ont été tués dans l'opération Barkhane au Sahel. Vraiment? Et voilà encore ça. Quand les Français moyens écoutent ça, ils disent que, ah oui, c'est vrai, mais, déjà, 50 comparé à 180 000 ou 85 000, il n'y a pas photo. Ça, on peut déjà le dire. Et déjà, il parle des cinquantaines de soldats. Est-ce que tu penses vraiment que ces cinquantaines de soldats qui sont morts au Sahel pour l'Afrique, vraiment? Voilà encore l'un des plus grands mensonges qu'on a vendu à la France, aux Français. Et c'est depuis François Hollande. Oui. Même devant la mort, c'est-à-dire même devant la mort des pauvres soldats français, c'est-à-dire ces gens-là qui n'ont rien déjà demandé, les politiciens sont obligés de mentir sur la mort de ces pauvres gens. Ils se servent même de la mort des innocents pour se donner une quelconque légitimité. Tu imagines où est la moralité? Je ne sais même pas si on peut appeler ça moralité. Ils n'ont aucun respect même pour les familles des victimes. Raconter des balivernes de la sorte. Et je suis sûr même que les familles des victimes ne connaîtront peut-être jamais la vérité sur la mort de leurs enfants qui sont morts au Sahel, la mort des soldats français qui sont morts au Sahel. Je suis sûr que ces familles-là ne connaîtront jamais la vérité. Mais aujourd'hui, toi, je t'invite à pouvoir partager cette vidéo pour que ces familles sachent comment est-ce que leurs enfants sont morts. Mais en tout cas, ce n'est pas pour l'Afrique, ni pour les Africains. Maintenant, quelle est donc cette vérité? Et c'est là que ça devient très intéressant. Toutes et tous ceux qui sont restés là, ici, jusqu'à la fin, félicitations. Et j'ai ouais, félicitations à toi. Parce que l'histoire va dévoiler la face cachée de l'empire du mensonge. Et pour ça, on va maintenant partager l'écran. Je vais t'emmener dans l'histoire, dans le passé. Qu'est-ce qu'on va faire? Partager l'écran, ouais. Euh, Partager l'écran. OK. Donc, on va aller ici. Voilà. Ça, on enlève, on n'a pas besoin. Ah, ça fait trop, on n'a pas trop décortiqué. Voilà, ça, tout le monde doit lire ça. Il faut aller sur le site de nataliam.com et tu vas dans la rubrique blog et tu verras l'article. C'est une activiste qui milite justement pour l'injustice, de l'impérialisme, l'injustice de la politique occidentale génocidaire sur le peuple africain, sur le peuple pauvre. Mais bon, bref, les preuves sont là. L'article est publié le 12 septembre. Voilà, le mythe des 58 soldats français morts au combat au Sahel. C'est ce qu'il dit. Je rappelle qu'il y a 58 soldats français qui sont morts au combat au Sahel. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase dans la bouche d'Emmanuel Macron? Oui, tu viens de l'entendre toi-même. Je continue, je cite, d'hommes politiques et des médias français et même dans des publications des citoyens lambda sur les réseaux sociaux. Cette évocation qui est supposée démontrer l'ingratitude de ceux qui réclament aujourd'hui le départ de l'armée d'occupation française d'Afrique s'avère plutôt grossièrement mensongère dès lors que l'on analyse des faits. Mort au combat? Vraiment? Laissez-moi rigoler.
39 sont morts dans des accidents parfois causés par eux-mêmes. Ils sont morts pour la France, pas pour le Mali. Ils sont morts pour les frics, pas pour l'Afrique. Les autorités françaises ont même le culot de compter parmi les fameux 58 dont on nous a rabâché les oreilles. Martin Vallée, accident de la route. Chéou Nelson, arrêt cardiaque. Albéric Rivetta, arrêt cardio-respiratoire. Abdellatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base de Barkhane. Karim El Arabi, accident de la route. Alain Bertosello et Cédric de Pierrepont, décédés lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens et américains au Burkina Faso. Mali a à voir avec quoi dans ça? Morgan Henry, mort sous sa tente dans le campement français au Faso. Andy Fila, mort en réparant un frigo en Djamena. Adrien Kellin, accident de maintenance. 13 morts dans un accident d'hélicoptère causé par des palabres internes entre les équipes au sol et dans les airs. Pierre Boquel, Julien Carrette, Romain Chaumel de Jarlieu, Valentin Duval, Clément Frisson Roche, Benjamin Gireux, André Djouk, Jérémy Lecy, Nicolas Mégard, Alex Maurice, Alexandre Protin, Romain Salle de Saint-Paul, Antoine Serré. Ouais, voilà le mensonge. Et si vous ne croyez pas, France Info, allez sur la page régionale. Accident d'hélicoptère au Mali en 2019. Des erreurs humaines en cause, d'après le rapport d'enquête. Ça, c'est France 3. France Info qui le disait. Oui, accident d'hélicoptère au Mali, des erreurs humaines en cause, d'après le rapport d'enquête. C'est publié le 29 janvier 2021 à 19h04. Mise à jour le 30 janvier 2021 à 18h49. Écrit par Christine Le Hersran. Allez voir, allez vérifier. 16 ont sauté accidentellement sur des mines. Peut-être qu'il faut qu'on rappelle aux Français les 11 millions de mines qu'ils ont installées en Algérie entre 1956 et 1959 et dont ils ont refusé de dévoiler l'emplacement exact jusqu'en 2017, qui ont tué et estropié plusieurs millions de personnes, principalement des enfants. En mars 2023, un enfant est encore mort en sautant sur une mine française. Le meilleur pour la fin. Thomas Gilbeault et Baptiste Truffaut tués par d'autres soldats français. Ils se trucident entre eux et ça devient notre problème. Les bobards et narratifs mensongers sont débunkés une fois pour toutes. Les soldats français ont aidé et protégé les terroristes à Kidal. Les mercenaires de la Légion étrangère française ont assassiné des civils et des enfants. Même en matière de comptabilité funèbre, ils sont perdants. Doit-on citer les milliers d'Africains qui sont morts pour la France? Je fais une parenthèse. Ça, je crois que je viens déjà de le faire sans même le savoir. Donc, on n'a pas besoin. Donc, tu auras pour compris. Je continue la lecture. Ceux qui ont été assassinés par l'armée française à Tiaroy, après avoir risqué leur vie au front pour une métropole qui n'avait que mépris et spoliation pour eux. La prochaine fois qu'ils vous bassinent avec le mythe de leurs 58 soldats morts au combat au Sahel, n'hésitez pas à leur répondre en copiant le lien de certains partis. On dit à l'armée française de dégager d'Afrique, de ramasser leurs bidasses et de partir. Comme ça, ils n'auront plus à pleurnicher à propos de leur mort et tout le monde se portera mieux. Nathalie Yamb, la dame des Sochi. Voilà, les amis. Voilà, la vérité est là. Voilà, tout est dit. La vérité est là. La vérité est là. Maintenant,
Écoute ce que ton président vient de dire. Oh, nous avons des soldats qui sont morts. Et regarde maintenant la vérité. Je ne te demande pas de me croire. Va faire tes propres recherches. Va demander à ces journalistes des grands médias. Mets-le sur le fait accompli. De répondre à ça. Va chez les familles des victimes. Demande-leur. Tu écouteras. Et c'est ce président que les Français ont voté au pouvoir. Maintenant, je comprends pourquoi on dit que chaque président à la tête du pays est à l'image du peuple qui compose ce pays. Si Macron vit dans tel déni, le mensonge même incarné, ça veut dire que la majorité des Français aussi a le même caractère et le même comportement que lui. Ça, c'est clair. Même si c'est 20% de Français qui l'ont voté, ce qui est sûr, ces 20%-là sont à l'image de ce qu'est Macron aujourd'hui. Malheureusement, les Français et les Françaises sont nés, grandis et mourront toujours dans la désinformation, mourront toujours sous-informés, mourront toujours sans même connaître la vérité, même sur leur histoire, sans même connaître même la vérité de ce que leur pays, leur gouvernement, leurs politiciens font à l'étranger, des massacres, des génocides. Ils ne connaîtront jamais. Ils considéreront toujours leur gouvernement comme des bons samaritains. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne peux pas en vouloir au président Macron. Il est tout à fait dans son rôle. Je peux ne pas être d'accord avec lui. C'est normal. Il peut ne pas être d'accord avec moi. C'est normal. Ce qui est sûr, il est dans son rôle. Moi, je suis dans mon rôle de rétablir la vérité. Je n'aime pas l'injustice. Simplement la vérité. De mon côté aussi, s'il y a des Africains aussi qui se sont comportés de manière lâche par rapport au peuple africain, je les dénoncerai. Moi, je suis comme ça. C'est tout. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as à dire maintenant par rapport à ces gens de mensonges et ces gens de déni? Et je n'ai pas encore fini. On a à peine une phrase et regarde comment le temps passe. Dis-le-moi dans les commentaires. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.